Azul Flawan, bienvenue dans Graffiti. Graffiti qui continue son voyage dans le monde des médias et de la création. Et pour ce présent numéro, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un écrivain de talent, Abdelkader Djemai. Abdelkader, marhaba bik. سلمك Bienvenue. صحيت شكرا. Et donc, avant de commencer à parler de littérature, on va essayer de faire un petit tour dans l'actualité, même si ça sera juste un survol. Et si tu veux bien, on va parler un peu des 50 ans de l'indépendance algérienne. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos? Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a la mémoire qui est là, une mémoire fertile. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, de belles choses, de choses violentes. En tout cas, il y a un vécu formidable. Bon, et puis ça prouve aussi la vitalité de ce pays, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Il y a une histoire. Ah ben, cette histoire-là, il faut en parler. Il y a eu des choses très positives aussi, ne serait-ce que la scolarisation. N'oubliez Tout à pas fait, oui, bien sûr. qu'en 1962, selon le recensement qui avait été effectué en 1960 par le gouvernement de Michel Debré, donnait à peu près 92% d'analphabètes pour la population algérienne. Donc on voit les efforts qui ont été faits jusque-là, notamment dans la scolarisation des filles. On voit aussi cette littérature qui n'arrête pas de produire, cette littérature riche, diverse, qui apporte son propre témoignage, qui parle aussi des douleurs, des souffrances, mais aussi des beautés. Voilà. C'est-à-dire que l'Algérie est toujours en construction, en Elle est réalité. toujours vivante, elle est toujours en construction. N'oubliez pas que cela fait à peine 50 ans. C'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'histoire d'un pays. Ah bon, mais il y a des choses qui ont été faites, des choses qui n'ont pas été faites et qui Aussi. devraient être faites. Oui, on n'est pas là pour être complaisant ou délivrer des certificats d'autosatisfaction, pas du tout. Il y a des choses à faire, eh ben, il faut les faire en sachant que certaines choses ont été déjà faites. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'exception algérienne dans la mesure où toutes les révoltes qu'il y a eu en Afrique du Nord et au Moyen-Orient n'ont pas touché l'Algérie? Est-ce que c'est un peu en référence aussi? Parce que c'est un pays qui connaît le chagrin. N'oubliez pas que ce pays il vit encore un deuil, le deuil de la guerre de libération nationale, de l'époque de libération. Il est d'une longue colonisation. Une longue colonisation, il a donné. Je veux dire qu'il a donné en termes de sacrifice, en termes de vie humaine. C'est pas, le peuple algérien n'est pas un poisson dans un aquarium, même s'ils sont beaux les poissons dans un aquarium, et auquel on donne de la graine. Non, c'est un poisson dans les oueds, dans le tumulte, dans la tempête, etc., mais qui n'a pas échoué comme une grosse baleine sur les rivages. Il est encore là en train d'avancer, malgré les courants, les contre-courants, etc. Voilà. Et donc, toi, Abdelkader, tu connais très bien ce pays, hein, parce que tu as une grande expérience. Aujourd'hui, tu es un écrivain reconnu, mais tu es aussi journaliste. Hein, et donc, déjà, dans les années 70, tu étais journaliste. Oui. Tu étais journaliste à la République d'Oran, avant qu'il ne devienne le Djumhouria en arabe, oui. N'est-ce pas? Ah, tout à fait. Moi, je suis heureux et fier d'avoir sillonné l'Algérie du nord à l'ouest, etc. Un formidable pays, un immense pays. En 70, le contact avec la population, avec le paysan, la révolution agraire, la révolution culturelle, la révolution industrielle, et puis la jeunesse qui faisait du volontariat. On était vraiment dans cette espèce de vivacité. Ne rentrons pas dans des considérations politiques ou conjoncturelles, mais sachant que cette énergie était là. Elle continue de l'être, elle est un peu difficile. Vous savez, les pays, j'aime bien les comparer aux eaux souterraines. Oui. On ne les voit pas. Et tout d'un coup, elles émergent comme ça, elles surgissent. Ah ben, l'Algérie, c'est ça. Donc tu penses que l'Algérie va surgir et sera encore meilleure? Mais je pense que ça va être un pays surprenant. Des fois, c'est payé très cher de l'être. Mais je suis confiant. Je suis confiant par rapport à cette jeunesse. Bien sûr, la jeunesse, elle représente quelque chose de formidable. C'est une énergie, une fois de plus, un potentiel incroyable. Tout à fait. Mais aussi, ça peut être aussi quelque chose qui pourrait
si on ne l'emploie pas, si on ne lui donne pas du travail, si on ne lui donne pas le logement, si, voilà, si on ne lui donne pas l'éducation, ben cette jeunesse, elle va se disperser, elle va se perdre comme une mauvaise Elle peut eau. se révolter aussi. Elle à peut votre se égard, révolter, bien sûr. absolument, c'est ce que je dis. Vous savez, les pays aussi, tu sais, comme je te parlais de rivières, eh ben, les pays, c'est comme les gants. Tu me dis, Oui. c'est un gant en cuir, en laine, ce que tu voudras, toutes les matières. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le gant, il faut le retourner pour voir la sueur, ce qu'elle a laissé comme trace sur les mains, sur les doigts. C'est pas ce qui est beau, mais ce qui est derrière les choses. Et derrière l'Algérie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr, il y a des immenses difficultés, il y a des injustices sociales. Forcément, il y a des moments de colère, des moments de révolte. N'oublions pas ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, cette espèce de décennie noire qui s'est soldée par des centaines de morts. Tout à fait. Nous avons eu des moments très difficiles. C'est pour ça que je dis que c'est un pays, que c'est un peuple qui est dans le chagrin. Oui. Toi, quand tu étais journaliste en 1970, oui, quand il y avait ce volontariat contre l'Algérie nationalisait les hydrocarbures, est-ce qu'on pouvait prévoir la guerre qui allait venir? Mais personne n'a prévu la guerre, même les plus grands observateurs, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Jamais on n'aurait pensé que les choses allaient si mal tourner. Il n'y avait pas d'indice qui pouvait le montrer? Non, on était dans une espèce d'euphorie. Il y avait les ressources, il y avait l'argent, etc. Il y avait les chantiers, etc. Et tout à coup, pof, voilà, on reçoit cela en plein visage. Mais quand tu étais journaliste à la République, par exemple, il y avait des sujets tabous, il y avait, il y avait de la censure. Bien qu'on dise, moi je ne connais pas cette période, honnêtement parlant. Et donc on dit souvent que la République était plus ouverte qu'Al-Moudjahid, par exemple. Oui, c'était un journal qui avait sa liberté, qui avait ses propres espaces, qui avait de jeunes journalistes, qui appartenaient à une autre génération aussi. On n'était plus dans la génération du début de l'indépendance où les choses se mettaient en place. Tout d'un coup, on a un journal qui conteste, qui pose des problèmes. Tant mieux, je veux dire, même maintenant, ça continue. La presse, c'est toujours un indice. La presse donne la température. Mais la presse s'est un peu libérée après les tragiques événements d'octobre. Oui, oui, tout à fait. Il y a deux périodes. Et même aujourd'hui, il y a des handicaps dans l'exercice de la profession de journaliste. Mais je reviens à cette période un peu méconnue de la République. Et la République avait comme directeur, je crois, Bachir el-Zoug. Oui, tout à fait. C'est un grand monsieur quand même des médias. C'était un artiste. Ah, tout à fait. Il animait une belle équipe, je crois. Une équipe de jeunes qui y croyaient, qui avaient des convictions. La poésie venait, les images. Et puis c'est de très nombreux reportages. Tout d'un coup, le journal s'ouvrait vers l'ouest, vers tout le pays. Vers tout le pays, l'ensemble du pays. Moi, je me souviens à Alger, il se vendait très vite, on ne le trouvait pas parfois, parce que j'ai travaillé au bureau de la République à Alger, mais sans être un nostalgique ou un ancien combattant ou un ancien combattu. Toujours est-il que ça a été une belle expérience, qui s'est arrêtée en 1974 avec l'arabisation. Puis il y a eu comment cette expérience s'était-elle arrêtée du jour au lendemain, on a décidé d'arabiser le journal? Voilà, c'était à l'époque de Taleb Ahmed et que c'était à l'arabisation de ce titre, parce qu'il fait que les journalistes se sont trouvés dispersés. Moi-même, je suis monté à Alger, j'ai travaillé dans d'autres organes, à l'APS notamment, au Moujahid aussi. Voilà, il y a eu comme une cassure. Moi, je me souviens, avec le recul et tout, c'est comme si on nous avait volé quelque chose. Certainement. C'est pas seulement à vous, à mon avis, à toute l'Algérie. Oui, c'était un bon journal, tout le monde le dit aujourd'hui. Oui, ça a été une blessure. Voilà, professionnellement, ça a été une blessure. Sentimentalement, c'était une blessure. À partir de ce moment-là, j'avais l'impression que je ne faisais plus le même journalisme. Voilà. C'est vrai, à ce point, parce qu'il y avait une ambiance, une équipe. Tu peux nous dire il y avait une liberté. Les plumes. Oui, il y avait Mahmoud Khabatou, il y avait Ahmed Bessoul, il y avait Habib Skif, Saïd Zahraoui. Hafid Chiban, tout cela, parce que... Hafid Chiban, que nous saluons, un grand monsieur des médias aussi. Voilà. Donc on était dans cette espèce de... Il y avait l'imagination aussi, puis il y avait la poésie, il y avait cette grande liberté de pouvoir écrire ce qu'on voulait écrire, quoi. Et c'était un journal, comment vous dire, qui était
voilà, on le lisait d'une façon agréable, on le faisait aussi d'une façon agréable. Et c'est très important. Tout à fait. Et puis donc, toi, tu es passé à un autre journal, et donc c'est Al Moudjahid, Oui, et donc c'était une expérience différente. oui, une expérience différente. J'ai travaillé évidemment aussi dans le reportage et puis dans le supplément culturel qu'animait Malek Haddad, et j'étais avec Tahar Zaout Larhamou aussi, donc il y avait pas mal d'auteurs, il y avait Mouloud Achour, Oui, oui. voilà. Donc il y a eu de la culture aussi, ça c'est très important, c'est-à-dire que dans la presse C'est-à-dire que algérienne, même si politiquement ce journal était proche, on va dire, des décideurs, mais oui, il y avait de la lecture, il y bien avait de la sûr, culture, de bien la sûr, société, du tout à sport. fait, c'est un journal algérien, comme un autre journal algérien, qui parlait de l'Algérie à sa façon. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Bon, mais la culture appartient à personne. Je veux dire que on écrivait sur le théâtre, sur le cinéma, sur les Le beaux-arts. supplément culturel était fameux, hein. Oui, J'avoue oui, bien le sûr. lire moi aussi chaque semaine. Oui, oui, Effectivement, il y avait même parfois des nouvelles dans le bien sûr. supplément. Voilà. Il y Oui, avait oui, des écrits sur les écrivains bien internationaux, hein, sûr. universels, Tout à hein. fait. Oui, oui, Et oui. donc, toi, tu as travaillé avec Tahar Jaoud et parfois tu recevais Tahar Jaoud quand il venait à Ah, Oran. Oran, oui, oui, Donc, tu c'était un étais ami, bien sûr. vraiment un ami, quoi. Oui, tout à fait. Bah, bien sûr. Oui, oui. On ne pouvait être que l'ami de Tahar Jaoud. Voilà, c'était un brave garçon, C'était un une belle gentleman, plume, mais une belle voilà, plume, d'accord. bien sûr. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, hein, que tout le Que, monde ne connaît pas? oh, Tahar Jaoud aimait Oran, ça je le sais, par oui, exemple. oui, c'était quelqu'un d'exigeant. Bon, voilà, ça aussi, tout le monde le sait, ne serait-ce qu'en lisant ses articles, quoi. Tout à fait, Il tout était à en fait. pleine jeunesse, en pleine force. Il aurait une œuvre littéraire très riche, parce que Tout à fait, déjà, ses tout à premiers fait. livres montraient il y avait de l'ampleur, de l'amplitude dans ce qu'il allait faire. Il avait un monde à lui. Voilà, donc c'est un élan brisé, quoi, tragiquement brisé. Tout à fait. Malek Haddad aussi, Malek Haddad aussi est Oui, mort jeune, hein, en juin bien sûr. 78. Oui, Et oui. quel souvenir tu gardes de lui? Oh, ben, c'était quelqu'un de très sympathique, de malicieux, voilà. Donc, Et pourquoi il s'est un peu arrêté d'écrire Malek Haddad? alors, il avait écrit un livre qui s'appelait Les Zéros Tournants. Tout à fait, Quoi, oui. où il disait que avec l'indépendance et après l'indépendance, les auteurs algériens d'expression française, il fallait qu'ils écrivent en arabe. C'était une espèce d'urgence pour Mais lui. lui-même n'écrivait pas en arabe, Oui, ne maîtrisait même pas la voilà, langue arabe. oui, ça a été bon aussi la prémonition qui ne s'est pas avérée exacte d'Albert Mimi, qui disait qu'après l'indépendance, les gens, les auteurs, les poètes, les auteurs, allaient abandonner le français au profit de la langue arabe. Bon, ça ne s'est pas fait. Je veux dire que maintenant il y a une littérature en langue arabe, etc. Je veux dire, tant mieux. Et l'Algérie a le privilège de posséder la plus riche des littératures francophones écrites en Tout à fait, français. tout à fait. Ce n'est pas les pays comme la Belgique, la Suisse ou le Canada Ce n'est pas les autres pays francophones, qui hein. ont Donc produit le plus c'est de l'Algérie. livres. L'Algérie a publié le plus grand nombre de livres dans différents genres littéraires. Je trouve que c'est quand même un atout formidable quand on sait que cette littérature, il y a eu les Katabiassi, les Mohamed Tib, les Bouloud Ferraou, les Mamri, Tout à fait. les Rachid Tout à Boujdra. fait, c'est vrai. Voilà, C'est c'est vrai. formidable. C'est Ça vrai. c'est l'indépendance de l'Algérie aussi. Il y a eu la génération de 51. L'indépendance de l'Algérie depuis 62 jusqu'au jour, Oui, depuis jour 50 ans, d'aujourd'hui, il y bah, a des écrivains en il y a Algérie. de beaux Aujourd'hui, il y a auteurs. des écrivains qui écrivent même en Voilà. langue Ça tamazight aussi, en berbère. bien sûr, mais ça, tant mieux, je veux dire, et c'est très bien. C'est ça aussi l'indépendance d'Algérie, c'est de laisser cette pluralité d'auteurs, de parler des problèmes, mais très, très, très rudement, très Tout à fait, tout à difficilement, fait, tout à fait. d'une façon frontale, etc. Ben oui, voilà, c'est ça, l'indépendance, c'est ça aussi. Tout à fait. Et toi, Abdelkader, avant de venir en France au début des années 90, tu avais déjà publié un roman en Algérie.
Deux, Saison de Deux. pierre Ah d'accord. et Mémoire de D'accord. Nègre. Saison de Pardonne-moi. pierre, Oui, c'était sur les... je me souviens plutôt de Mémoire de Nègre. Voilà. C'est le premier, n'est-ce pas? Non, C'est le c'était contraire. Saison de pierre. Saison de pierre, oui, c'est vrai. Voilà, c'était un livre sur les deux séismes qui avaient frappé Al-Snam. Al-Snam, oui. 54 et 80. Qui est devenu par la suite Voilà, Chlef. Ouais. voilà, donc c'est un livre sur la pierre, sur l'éruption, sur voilà, la matière, sur la terre, et c'est un personnage qui s'appelle Sanjas, qui va chercher une fille qu'il a aimée, qui a été emportée par le séisme, et il cherche aussi de l'eau pour laver les morts. Voilà, un côté tribal, un côté Oui, tellurique, voilà, donc c'était une espèce d'écriture un peu éclatée. Et puis Mémoire de Nègre, c'est le personnage, un jeune écrivain qui habite dans une buanderie en haut d'un immeuble, qui est chargé d'écrire des mémoires, des fausses mémoires d'un vieil escroc qui se flatte d'avoir fait la guerre de libération nationale et qu'il est issu d'une lignée de seigneurs de guerre. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passait dans les années 70. c'est déjà un roman assez engagé, hein, assez osé, Oui, je mais- vais dire, hein, oui. mais qui a été publié en Algérie. Hein. Ah bien sûr, mais vous savez, les contes de fées qu'on raconte, qu'on écrit ou qu'on raconte aux enfants sont des textes politiques. Il ne faut pas oublier. Oui, On c'est n'écrit vrai. pas impunément. Il n'y a pas de texte innocent. C'est vrai. Voilà. c'est D'abord, vrai. on écrit parce qu'on sent le besoin d'abord de dire des choses et parce qu'il nous manque aussi. On ne sait pas ce qui nous manque et on ne veut pas le savoir pour continuer d'écrire. Et un écrivain, je reviens à ça aussi, c'est pas un poisson dans un aquarium. Un écrivain, c'est pas quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui regarde les autres comme cela de loin. Non. Un écrivain, c'est quelqu'un qui est assis parmi les autres et qui essaye de comprendre. Voilà. C'est pas un juge. Et qui écrit même quand il n'a pas compris. Voilà, et c'est pas un En juge. tout cas, il se pose des questions. Il se pose des questions, c'est Il n'a pas toujours la réponse, mais il se pose des questions. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire comment essayer d'éclaircir un peu cette opacité. Il n'est pas chef de parti politique, c'est pas un éditorialiste, c'est pas un juge, c'est quelqu'un, une fois de plus, qui essaye de comprendre et de faire avancer les choses. Il ne faut pas qu'il tombe dans le manichéisme, hein, parce que la littérature, l'écriture, c'est l'écriture sans rentrer dans une notion bourgeoise de l'écriture. On n'écrit pas pour faire du style, hein, on n'écrit pas pour faire le plus beau. On n'écrit pas pour faire la roue comme le pont. On écrit parce que il nous semble qu'on doit dire des choses qui nous appartiennent profondément, qui appartiennent aux autres. Voilà, donc bien, c'est ça. Tout à fait. Je me souviens très bien, les deux romans ont eu une bonne presse, comme on dit, en Algérie. Ils ont été très bien accueillis par la critique. Mais oui, tant mieux. Je veux dire, Tant mieux, bien sûr. Oui. Mais seul, apparemment, Mémoire de Nègre a été réédité en France, n'est-ce pas? Voilà, réédité, il est en poche, là, en Poisseuil, et puis il a été réédité en format classique, oui. Parce que j'ai tenu à faire, j'ai retravaillé ce texte dans une certaine partie. Oui. Voilà, parce que j'estimais qu'il appartenait un peu à ce que je faisais dans la continuité de ce que j'avais fait, quand même, ça faisait Tout à fait. Et donc, Abdelkader, toi, tu décides de venir en France comme ça? Comment tu as décidé? Je suis venu parce que Tahar Djaoud, les amis, etc. Ouais. Bon, j'ai pas envie de mourir, voilà. Donc, tu as bien fait. Tu as bien fait. Peut-être que si Tahar Djaoud avait fait la même chose, il nous aurait écrit aujourd'hui de très très belles choses et de très très belles œuvres. Il en était capable. Oui. Tout à fait. C'était un grand poète. Hein. C'était un peu comme Malak Haddad. Hein. C'était un peu des écrivains, des poètes qui écrivaient des romans, hein, Tout si à je fait. puis dire comme ça. Mais tous les écrivains algériens, il me semble, sont d'abord des poètes. Katab Yassine est un poète. Tout à fait. Mohamed Diblé aussi. Tout à fait. Oui, certains écrivains ont publié une œuvre en prose et en même temps une œuvre en vers, en poésie, etc. Mais le bien commun, si j'ose dire, le lien commun, c'est la poésie. C'est la poésie. Mais la poésie, elle est omniprésente en Algérie en réalité. Il y a plein de gens qui sont poètes sans le savoir, même quand ils sont analphabètes, mais dans leur comportement, ils sont des poètes. Et donc, quand tu arrives en France, c'était un peu facile, c'était un peu difficile? Non, c'était pas facile. Puis je t'ai venu faire aussi un livre sur Albert Camus. Voilà. On connaît l'Albert Camus d'Alger, on connaît l'Albert Camus de Paris. Et je me suis aperçu que je ne connaissais pas grand-chose sur le Camus d'Oran. Sur le Camus d'Oran, oui. Je me suis dit, tiens,
si c'est pas faire un livre sur Camus qui a été déjà fait. Il y a des milliers de livres Oui, sur Camus. oui. Il y a des gens C'est qui pas passent... une biographie de Camus. Non, il y a des gens qui passent leur vie à écrire sur Camus. Moi, je me suis dit, tiens, il y a une opportunité, ben, je vais écrire sur ce Camus à Oran. Je suis allé aux archives de la préfecture, au journal L'Écho d'Oran. Je suis venu en France interviewer les gens qui l'ont connu, comme Jean Daniel, comme beaucoup de gens, quoi. Puis j'ai fait ce livre, j'ai vu des membres de sa famille, notamment sa belle-sœur Christiane Faure, la sœur aînée de Francine. Et j'ai fait ce livre avec des documents. Et j'ai trouvé aussi, ce qui me semble intéressant, la première critique du premier livre écrit par Camus, L'Envers et l'Endroit, a été publiée par Oran Républicain. Ah d'accord, voilà. Bien avant les autres. Ah oui, bien avant les autres, parce que Oran Républicain a été un journal de gauche, etc. Et il va servir de modèle à Alger Républicain. D'abord, il y a eu Oran Républicain, Jean-Pierre Faure un jour. Donc Oran Républicain a existé avant Alger Républicain, oui, bien d'accord. sûr, 2 ans avant. Jean-Pierre Faure, qui va diriger Alger Républicain, un jour est à Oran en voyage de noces, il voit des affichettes, prochainement un journal de gauche, un Républicain, etc. Il se dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas la même chose à Alger? Ah d'accord. Et un ingénieur agricole, spécialiste des machines, qui collaborait avec Oran Républicain, c'est lui qui fera le voyage hebdomadairement pour aller installer la rotative d'Alger Républicain. D'Alger Républicain, d'accord. Mais il va mourir dans un accident de la route pauvre. entre Oran et Alger, puis l'apparition d'Alger Républicain va être retardée. Voilà, c'est quelques anecdotes. Bon, il y a beaucoup de choses, donc je me suis dit, tiens, je vais faire ce livre. Et finalement, Camus, il a vécu combien de temps à Oran? Oh, ben, disons 20 mois, 20 de mois. façon continue. Un peu plus d'une année. Oui, il venait avant pour voir Francine, il reviendra aussi. Mais disons que c'est 20 mois qu'il va considérer comme une espèce d'exil. C'est là qu'il va écrire La Peste. Non, il va commencer à se documenter Ah, pour écrire La Peste. Et à Oran, il va recevoir quelque chose d'important, le courrier de Gallimard, parce qu'il avait confié le manuscrit de L'étranger à Pascal Piat. Tout à fait. C'est l'occupation allemande, il n'avait plus de nouvelles. Ah, et un jour, à Oran, rue d'Arzeux, sous les arcades au numéro 67, le facteur, qui est aussi un homme de lettres, va taper à la porte et remettre une lettre à Camus. De Gallimard à Camus. De Gallimard à Camus. Il l'ouvre et puis on lui dit, on va publier L'étranger. On va publier L'étranger. Voilà. Ça, c'est en 1942, c'est ça? 42, et il va terminer d'écrire le mythe de Sisyphe à Oran. À Oran, le 21 février 41. Il y a une période très riche, il va beaucoup lire. Et il va se documenter pour écrire La Peste, qui ne sera publiée qu'en 1947. Tout à fait. Voilà, donc il n'y a jamais eu de peste à Oran. C'est une invention de Camus. Camus, tant mieux, oui. pour faire un livre. Et il l'a fait, il est resté dans l'histoire. Et aujourd'hui, justement, 50 ans après l'indépendance, comment, en tant qu'Algérien, peut-on regarder Camus? Camus, ben moi, la seule chose, bon, voilà, il faut dire une chose aussi, que Camus a su parler du paysage algérien, c'est très important le paysage algérien. On lit nos auteurs, etc. Bon, mais lui, il avait une façon de célébrer cette terre d'Algérie. Tout à fait. Il aimait cette terre, de toute évidence. Il y a eu le reportage sur l'Isère de la Kabylie, il y a eu beaucoup de choses sur Madagascar, sur Sétif. Tout à fait, il a écrit, il a été là l'un des rares à avoir condamné la barbarie colonialiste. Là où je ne colonialiste. suis pas modestement d'accord avec un grand homme comme Camus, il n'était pas pour l'indépendance d'Algérie. Tout à fait, il ne l'était pas. Si tu veux, mais est-ce que ce n'est pas un peu logique? Parce qu'il savait d'avance que pour lui et les siens, il n'y aurait peut-être pas une vraie place pour eux. Mais d'autres écrivains... Nous essayons de refaire l'histoire un peu, c'est difficile. Mais Jules Roy, Emmanuel Robles, c'est des gens qui sont nés en Algérie, qui étaient pour l'indépendance d'Algérie. Je ne parle pas de Jean-Paul Sartre, mais ces gens-là, il y a eu beaucoup de... Peut-être qu'ils n'avaient pas compris complètement ce qui se tramait. Et d'ailleurs, un prix Nobel de littérature comme Octavio Paz fait le reproche à Camus, et c'est le seul reproche qu'il fait. Il dit que Camus n'a pas essayé de comprendre la culture musulmane. Oui, moi je crois, je vais peut-être utiliser des grands mots, je crois que c'était un traumatisme pour lui, la guerre d'Algérie. Il a gardé le silence. Je comprends qu'il garde le silence. Je lui fais pas, je comprends son attitude. Je ne le juge pas.
Oui, Mais oui, je te constate comprends, qu'il était Abdelkader. pour Oui, oui, l'indépendance de l'Algérie. bien sûr. Bon, il y a beaucoup de fraternité entre les Algériens et Camus. Tout Bon, à fait. mais Ce ça, que je voulais dire, c'est qu'à faut un pas moment donné, laisser- il pouvait avoir des mêmes positions comme Farhat Abbas, qui devient le chef du gouvernement de la République algérienne. mais Hein. qui a Farhat Abbas, évolué quand oui, même tout à fait, pour tout l'indépendance à de fait, l'Algérie. tout Bon, à fait. et c'était inéluctable. Tous les jeux étaient faits, quoi. Depuis Tout à fait, ouais. 8 mai 45, bon, la Tout à plupart fait, des c'est ce que historiens je dis. disent Depuis que la rivière de sang du mai ben 45, voilà. les jeux étaient les jeux déjà étaient faits. faits. Bon, alors Camus, là, je le comprends dans son déchirement. Je respecte son déchirement. Tout à fait. On fait Je juste une petite pause à Très Abdelkader bien. et on revient au débat. Très bien, avec plaisir. On revient donc au débat. Abdelkader, on parlait d'Albert Camus, hein, cet Oui. immense écrivain qui est quelque part algérien aussi. Et sûr. donc, même dans son silence, Abdelkader, il a continué quand même à essayer de libérer des militants du FLN. Hein. Oui, Emmanuel Robles. Ça, c'est à son honneur, hein, quand même. Oui, Emmanuel Robles me disait, parce qu'il m'avait fait la préface du livre, Oui. que j'allais le voir aussi, il me dit, moi et Camus, on allait demander la grâce des militants du FLN Voilà. au président de la République, pas au ministre de l'Intérieur de l'époque. Oui, bien sûr. Voilà, bien François sûr, Mitterrand. pour Oui, que ce soit oui. effectif. Et il Oui. savait que. Oui, oui. il a beaucoup fait pour voilà, mais il y a eu ce point de fracture, si j'ose dire. Pas de rupture, une fracture du fait que, bon... Mais peut-être qu'il est temps de le réhabiliter dans la mesure où même ces fractures font partie de notre histoire. Camus n'est peut-être pas très Je loin. le condamne pas. Oui, je ne dis pas que toi tu le condamnes parce que je sais qu'il crée, que son sujet crée la controverse chez nous. Mais peut-être que lui-même n'est pas très loin d'un homme qui a été le père de l'indépendance, mais Salih Haj. Peut-être que certaines idées n'étaient pas très très loin, parce que très lointaines, parce Oui. que en réalité, et il faut le dire aujourd'hui, tous les Algériens n'étaient pas pour le FLN, Oui. d'une façon ou d'une autre. hein. Albert Camus n'était pas chef de parti politique, Voilà. comme Messa Voilà. El-Haj. Il était écrivain, journaliste, philosophe, Voilà. humaniste, etc. Voilà. Bien. Alors, on sait très bien dans l'histoire de la littérature, l'histoire universelle de la littérature, qu'à un moment ou un autre, les auteurs, les écrivains prennent position. Voilà. Que ce soit dans l'Antiquité, à l'époque romaine, c'est comme cela. Parce que il est dans le monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Il est citoyen à la fois d'un pays, citoyen du monde. Voilà. Donc on attend une parole des gens comme ça, quoi. Une parole claire, nette, précise et je dirais même définitive. Parce que beaucoup d'Algériens croyaient en Camus, bon, c'est sûr. Et n'oubliez pas une chose, Camus, il ne faut pas le laisser aux mains des gens d'Algérie française. Tout à fait, que je suis les d'accord. Algériens n'aiment pas Camus, etc. S'ils n'aimaient pas Camus, alors je rappelle ceci. Luchino Visconti, il est venu à Alger à l'époque de Boumedienne pour tourner l'étranger. Tout à fait. Avec Mastroianni, Anna à fait. Karina, Tout à fait. Bernard Billier, il y avait tout. Et ils sont restés à Alger. Visconti a même demandé à ce qu'on reconstruise le tramway. Bon, voilà, Oui, ça c'est oui. Visconti. Ben, l'Algérie a accueilli le tournage tout à fait. de ce film en 1967. Tout à fait. Bon, voilà, Tout à vous fait. voyez, c'est un acte très simple, mais il faut le rappeler. C'est très bien que tu le rappelles, Abdelkader, parce que chez nous, parfois, on a un peu la mémoire courte. Hein, et c'est très très bien que tu le rappelles. Alors, on passe à un autre bouquin. Et après, tu as écrit donc en 95 Un été de cendres, et qui est sorti chez Michelan et qui a eu 2 prix. Bravo, prix Tropique et prix justement Découverte Albert Camus. Voilà, Oui. on revient toujours à Camus au fait. Et donc Un été de cendres, ça racontait quoi? Alors, ça racontait l'histoire de quelqu'un qui était responsable du recensement de la population. Bien. Donc, ces équipes vont recenser les morts, puis les résultats. Il y a un certain nombre d'habitants, etc., dans cette ville. Il informe sa hiérarchie, ses responsables encore plus haut. Il dit, voilà, dans cette ville, il y a 3 225 000, je ne me rappelle pas du chiffre exact.
Et eux, ils disent non, parce que ça va poser problème, parce qu'il faut trouver du boulot, etc., etc. Il dit non, non, il y a moins. Et d'abord, il le vide de son poste. Il dit, bah, écoutez, moi, j'ai raison, parce que j'ai compté habitant par habitant. Je suis allé dans les stades. Là, il rentre dans une espèce de délire, etc. Oui. Et au lieu de quitter son bureau, il reste dans l'administration, il squatte un bureau au 7e étage, il a un placard en fer où il y a les denrées pour vivre, il a son petit réchaud, son matériel de rasage, il a un lit de camp, et le soir, il se balade dans l'administration, il rencontre le gardien du bâtiment, et puis tout d'un coup, il y a la guerre. Il y a la guerre dans cette ville, nous sommes en été, il y a la grève des éboueurs, bon, c'est Alger, c'est enfin plutôt Alger, dans la période... voilà. Et donc, il est là, dans l'absurde, dans la violence, il décrit des situations très... Je voulais faire un livre presque, comment te dire, presque à côté, entre guillemets, pour dénoncer l'absurde des choses, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est pas très loin, encore une fois, de Camus. C'est effectivement l'absurdité peut-être aussi de tout un système, non? Oui, bien sûr, le système est dénoncé, mais oui. Oui, bien sûr. C'est implicite, ça. Oui, c'est clair. Oui, oui. Après, donc, vient Sable Rouge. Oui. C'est toujours chez Michaland, c'est une année après. Et Sable Rouge, c'est quoi comme histoire? C'est l'histoire de... On ne sait pas s'il est journaliste, s'il est écrivain. Je ne voulais pas le mettre dans une catégorie. Oui. Il se dit, je ne vais pas sortir de chez moi, rien ne va m'arriver. Et il se met à se souvenir de la période de l'OAS, quand il était jeune. Il y a un côté autobiographique là aussi. Oui. Et finalement... C'est une période que tu as connue à Abdelkader. Oui. Et à un moment... Il sort parce que son petit gamin est en train de jouer en bas de l'immeuble. Il sort et c'est là où on va le tuer. Voilà. Et entre les deux, il ne regarde pas la fenêtre. C'est cette espèce de tension, de rétention, d'enfermement de la période, la période qu'on a connue, la décennie noire. Voilà. Tout à fait, oui, bien sûr. Il y a le paysage qu'il voit, les bruits qu'il entend. Parce que la ville est là. Dans beaucoup de mes livres, la ville est toujours présente, la ville en tant que... Est-ce que c'est un peu le vécu oranais qui revient avec des repères qu'on pourrait saisir pour quelqu'un qui connaît la ville d'Oran? J'ai beaucoup vécu à Alger aussi. Aussi, d'accord, il n'y a pas qu'Oran. Il y a un mélange de villes, il y a un mélange des deux villes, évidemment, bien sûr. Oui, j'ai toujours été fasciné par les villes, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, je trouve que c'est un lieu extraordinaire. Je dis toujours, on habite tous dans des lieux, mais le jour où les lieux t'habitent, c'est autre chose. Là, tu commences à essayer de raconter des choses, parce qu'on habite un lieu, et le lieu nous habite. Voilà. Et là, on passe à une autre phase. On est en une autre phase, qui est à la fois une situation... historique, politique, de violence, d'assassinat, c'est ce qu'on a connu, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et l'un de tes autres livres, donc Camping, a eu aussi un autre prix, prix Amerigo Vespucci, c'est ça? Vespucci. Vespucci, bon, je prononce mal. Oui, donc c'est en 2002 et ça disait quoi? Et donc c'est le premier livre que tu publies chez Le Seuil, c'est ça? Voilà, c'était le premier livre que je devais écrire depuis longtemps. Ce livre-là devait être publié avant l'été de Somme. Mais je n'arrivais pas à faire parler un enfant de 11 ans, de presque 11 ans, il dit. D'accord. Et c'est le mot presque qui m'a fait écrire le livre. Parce que quand je commence un livre, il faut que j'ai la voix du personnage. Et si j'ai la voix du personnage, la moitié du travail est déjà... C'est déjà fait. Parce que j'ai la tonalité, j'ai la couleur, j'ai le tissu du texte, et là j'y vais. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un gamin qui raconte son camping, son premier camping, près d'Enel-Turc, à Bouzeville exactement. Oui. Parce que j'ai fait du camping avec les miens. Alors c'est pas le Club Med, mais oui, d'accord. Mais c'était j'étais sympathique heureux aussi dans ce camping. Voilà. J'ai passé mes enfants aussi vraiment de bons moments. Donc je raconte ce camping, c'est ce petit enfant qui raconte son camping à la première personne du singulier. Qu'est-ce que c'est qu'un camping? C'est, 200 mètres de long sur 100 mètres, et là il y a 25 000 personnes, j'exagère. 25 000 voilà. personnes. Alors comment alors il y a des gens qui viennent
de Sidi Bel Abbès, De de partout, partout. de Etc. C'est Annaba, comme de les campings Béjaïa, en de France, partout, bien sûr. en Bretagne, à Marseille, Ouais, c'est bien la sûr. même chose. Et j'ai introduit aussi, j'ai ajouté un motard allemand, Oh là là, Günther, qu'est-ce qu'il vient faire qui arrive avec celui-là? ses tatouages et tout ça. Voilà. Donc, je voulais que ce soit un roman, pour aller exagérer un peu jubilatoire. Voilà, plein de couleurs, Il est à de maintes égards, bien jus, sûr. etc., avec des portraits rapides, Zaza, Zambla, enfin, ces personnages qu'on connaît. Puis tout d'un coup, à la fin, le gamin voit les nuages arriver. Ben, ça va être Voilà, la voilà. période de violence. Et La c'est période là, noire, et oui. l'enfant dit, je voulais le faire, donc, de le mettre, la dernière phrase, et l'été suivant fut un été de sang. Et voilà, malheureusement. Pour faire le et lien. Ça a duré quand même, hein. Oui, faire le lien. Ce ne fut pas seulement un seul été, mais plusieurs. Plusieurs étés. Et malheureusement, oui. Et dans un monde d'oubli, c'est un récit. Oui, un Est-ce moment que, est-ce que d'oubli. toi, tu écris des récits, des nouvelles, Oui, des j'aime les romans? récits. J'aime les récits courts, il faut aller à l'essentiel. Vous voyez? Tu vois? Qu'est-ce que c'est qu'un moment d'oubli? C'est une histoire franco-française, absolument. Il n'y a pas d'émigrés, il n'y a pas de Zlebia, il n'y a pas de Shorba, Rien il n'y du a tout. pas Harissa, il n'y a rien. C'est une histoire qui se passe dans la Haute-Marne. C'est quelqu'un Oui, qui un jour prend le train à la gare de l'Est pour aller à Bâle, en Suisse. Mais est-ce qu'il s'est arrêté à Troyes, à Chaumont? Je ne le dis pas. Donc il on ne le sait pleut, pas. il descend dans cette ville et il tourne dans cette ville. C'est pas un SDF. Ce que j'appelle, moi, c'est un errant. Il erre. Voilà. C'est pas, il est propre sur lui. Oui. Et à la fin, on comprend pourquoi il erre, pourquoi il s'est arrêté dans cette ville, parce que c'est un ancien policier et son propre fils, un jour, avait volé une voiture. Il se met à sa poursuite et il y a un passage de train et son fils meurt. Voilà. Tout ça. C'est une histoire française, très française. Il n'y a rien de. Comme Et- quoi les et enfants. Gare du même- Nord aussi, c'est une histoire Ah, française? non, Elle est différente. Elle est Gare du Nord. différente. Gare du Nord, c'est donc, l'histoire. en 2003, toujours au seuil. Voilà, c'est l'histoire de trois vieux émigrés algériens venus en France après la Seconde Guerre mondiale. L'un s'appelle Bonbon parce que hello, Ouais, Nasmlah, ouais. Sokor, l'autre سموه Zalamit parce que Har, c'est un nerveux, il est très électrique. Et le troisième s'appelle Bartolo parce que gay, Oui. etc. Et ils vivent les trois au foyer de l'Espérance à la Goutte d'Or, à 500 mètres. Voilà. Et je raconte leur quotidien. Le premier, Bonbon, a travaillé à Neulémine, près de Arras, le Fougue. Le deuxième a travaillé à Vénissieux et le troisième à Marseille. Je voulais raconter l'histoire de ces trois vieux qui ont connu le 17 octobre, pas Oui, seulement le mais 17 parce que, octobre, bien sûr, mais bien sûr. un peu parler de cette France à travers ces gens qui ne parlent pas. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'ont pas de vie. à Et comme j'ai eu la chance de voyager beaucoup en France, je les vois à Bordeaux, je les vois partout, Binette Home en train de parler Il toujours t'arrive bien. de discuter avec eux, Ah de oui, les oui. aborder. Ah oui, oui. Ils ont toujours des choses à raconter Des quand choses à ils sont raconter. mis en confiance. Mais pour faire le livre, je suis allé à la Goutte d'Or presque tous les jours. Je m'asseyais dans le parc, j'allais dans les cafés. Je ne voulais pas leur parler au début. Je prenais des notes, je prenais les plaques, les écoles. Tout ce que la topographie de Gare du Nord est exacte. J'ai rien inventé. Et je les ai mis les trois dans ce quartier, qui est un quartier chargé, Tout à fait. plein d'histoires, etc. Et au foyer de l'Espérance, là où ils sont, il y a aussi un pensionnaire qui s'appelle Guillaumard, qui est un breton, etc., et qui a un chat qui s'appelle Crevette. Voilà. Donc, c'est cette France-là que j'ai racontée, que je voulais raconter. Et dans ce sens-là aussi, j'ai fait un livre qui s'appelle Pain, Adour et Fantaisie. Oui, c'est vrai. J'ai vécu pendant 1 an entre Tarbes, Lourdes et Bagnères de Bigorre. Lourdes, je suis un spécialiste de Lourdes. D'accord. Enfin, sans Oui, bon, c'est prétention pas le aucune. sujet de l'émission, mais on peut Voilà. en parler, bien sûr. Voilà, pour te dire que ben voilà, ben moi je peux aussi parler de la Bigorre, Mais bien sûr, qui est la tu es plus un petite, artiste, un écrivain, oui, bien oui, sûr. oui, la plus bien sûr. petite région de France par le nombre d'habitants et par le nombre de kilomètres carrés. Ben, les Bigorneaux me disaient, tu vas voir, quand tu parleras de la Bigorre, on ne sait pas où c'est. Et effectivement, je m'en suis aperçu. Ah ben voilà.
Voilà. Et le dernier, qui vient juste de sortir, c'est un récit, c'est la dernière nuit de l'émir. Oui. L'émir Abdelkader, bien sûr. Oui. Hein, et il s'appelait comme toi, Abdelkader. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce récit qui vient de Voilà. sortir aux éditions du Seuil? Alors, je me suis dit, avant de partir, il faut que je fasse un livre sur l'émir, parce que dans Camping, dans la Gare du Nord, je parle un peu de lui. Puis je me dis, voilà, c'est le moment de faire un livre sur cet homme-là. C'est pas un personnage, c'est une personne. Oui, C'est une belle personne. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Habi- Ce n'était pas seulement un guerrier. Voilà, c'était un poète, un soufi, un humaniste, un chef d'État, un constructeur, un négociateur, un homme qui faisait le lien, un homme passionné par le développement, par l'industrie, par tout ce qui est progrès, Tout à qui fait, demandait tout à à ce fait. qu'on apprenne d'autres langues, d'une tolérance extraordinaire. Il disait, il écrivait, tu vas aller à la mosquée, va à la mosquée. Tu vas aller à l'église, va à l'église. Tu vas à la synagogue, va là. Tu vas aller boire un coup, va boire un coup. Tu vas aller te balader, va. Mais ça, c'est ton problème. Voilà. En 1860, puisqu'on parle de la Syrie, les tragiques c'est événements vrai, ici c'est à vrai Damas, qu'on le dise, effectivement. les Druzes Tout à au fait. Liban et au Syrie ont massacré les maronites chrétiens, ben, l'émir Abdelkader en a Il sauvé des il est centaines. intervenu, Il effectivement. a sauvé le consul de France à Damas. Tout le monde lui a envoyé des médailles. Le pape Pie IX, qui a exercé le plus long pontificat de la chrétienté. vrai, Tout oui. le monde. Mais c'est Arthur Rimbaud a remporté, il avait 15 ans, Arthur Rimbaud, quand il a C'est remporté vrai. le c'est vrai. premier prix de poésie C'est vrai. latine Un poème sur sur Jugurtha. l'émir Abdelkader, qu'il a intitulé Jugurtha. Oui. C'est 75 vers. Victor Hugo a écrit sur l'émir Abdelkader. Tout à fait. Lamartine a écrit sur l'émir. À Paris, il y avait un parti cadérien. Il y avait des journalistes, des publicistes, des Saint-Simoniens. Voilà, et formidable. C'est-à-dire que quand je cite des extraits de journaux de maréchaux, de généraux qui ont combattu l'émir, notamment Bugeaud, le plus connu. Tu mets aussi des poèmes de l'émir dans Voilà, le livre. voilà. Ils disaient du mal entre eux, mais jamais contre l'émir Abdelkader. Voilà, donc c'était quelqu'un qui était extrêmement respecté. Quand j'ai lu beaucoup de livres sur lui et quand j'ai écrit mon texte, mon modeste texte sur l'émir, pour moi, il reste un mystère. Je me dis, subhanallah, c'est vraiment quelqu'un d'immense, d'une modestie incroyable, d'une générosité formidable. Voilà. Donc, c'est un type habité par la grâce. Mais le mystère, il est où alors? Ben, il est dans les actes de quelqu'un. Il dit, c'est pas moi, c'est qui fait les événements. Ce sont les événements qui m'ont fait. Tout à fait. Il dit, moi, j'ai pas voulu faire la guerre. Je vois une armée de conquête débarquer chez moi. Mon devoir, mes obligations, ben, mon honneur, c'est de combattre cette armée disciplinée, qui a des canons, qui est bien nourrie, qui a une... Il a fait une guerre aussi. Oui, lui, il prenait son cheval pour aller essayer de convaincre des tribus qui étaient à 200 km, etc. Il fallait fédérer. Et il a résisté quand même pendant 15 ans. Autre chose d'extraordinaire, la smala. La smala qui est hélas devenue un mot péjoratif quand on voit une famille nombreuse. La smala qui passe. Eh ben, la smala, c'est 20 000 personnes, c'est 4 fois plus d'animaux domestiques, les moutons, les chèvres, les Qui chevaux, peuvent se déplacer à qui se n'importe quel déplacent. moment. C'est le matériel, c'est les ustensiles pour faire la cuisine, c'est les denrées, les sacs de blé, de farine, les trucs d'huile. Et cette ville, cette capitale itinérante, se déplaçait dans toutes les saisons à travers le paysage. Et l'armée de conquête a mis longtemps pour s'apercevoir Tout à fait. que cette ville existait. Ensuite, il va créer Tagdept. Tout à fait. Tagdept, une Capitale, ville en dur, oui. 60 000 personnes. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à l'éducation des enfants, qui a créé des structures sanitaires, qui a créé une administration. Et il avait extraordinaire, vécu bien sûr, bien sûr. 75 ans. Au fait, il était déjà moderne à C'était son très époque. moderne, il était en avance à son époque. Mais d'une modernité formidable, c'est-à-dire d'une modernité naturelle, sans surenchère, sans excès,
sans ostentation. Shiglaili, non, pas du sûr. tout, d'une Il n'est grande pas dans les discrétion. apparences. Voilà, c'est ça qui est formidable. Mais Abdelkader, il a signé aussi le traité de Tafna. Et donc, Oui, la Tafna. les contradicteurs de l'émir disent que c'est une erreur. Parce qu'à ce moment-là, les Français continuaient la guerre à l'est du pays. Oui, et mais donc, lui faisait la paix et les autres continuaient la guerre. Et quand ils ont exterminé le reste, ils sont revenus vers lui. Oui, non, mais on ne peut pas juger si Oui, rapidement. encore une fois, C'est on pas- refait l'histoire. Hein. Oui, on peut pas. C'était aussi une stratégie. Il faut dire que ce pays-là, à l'époque de l'émir, ben, il y avait les razzias entre les tribus. Oui, oui, il y avait le ces tribalisme. problèmes-là, bien sûr. Il y bien a sûr. encore des résurgences qui existent, faut pas se à le fait, c'est cacher. vrai. Donc voilà. Ben, c'était quelqu'un d'une grande intelligence. C'était pas une intelligence maligne, perverse, pas du tout. Ce sont les circonstances qui ont fait. N'oublions pas quand même qu'il a résisté pendant 15 ans. à Il fait. faut le faire Tout à pendant fait. 15 ans Ce devant, n'est pas devant facile du tout Oui. devant une armée La- suréquipée par la rapport à lui. première armée du monde. À ce Et moment-là, qui a oui. l'expérience des guerres napoléoniennes. Tout à Tous fait, les, tous c'est les gens vrai. qui ont été avec Napoléon sont venus faire la guerre d'Algérie. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. ils sont venus faire la conquête. Il n'avait pas la partie facile. Ben, mais il a 15 ans. Il faut le faire, 15 ans. C'est rien. énorme. Mais Dans un pays aussi immense physiquement que c'est vrai, l'Algérie. c'est vrai, Ben c'est oui. vrai. Et à l'époque, sa guerre, il l'a menée même sur une partie du territoire marocain. Marocain, ben bien oui, sûr. bien sûr. Le prince Quand de il se Joinville, rend, c'est au Maroc qu'il se rend. Oui, la base de repli, parce que le sultan Abdelrahman lui avait offert l'accueillir parce que la Smala avait été prise. Mais il s'est rendu quand le sultan ne le soutenait plus. Ne se tournait plus parce que l'armée de conquête française a bombardé Tanger, a bombardé Mogador, on fait signer des traités au sultan. Bon, il l'a abandonné. C'est devenu l'ennemi. C'était voilà, impossible. Il s'était retrouvé tout seul, il y a des tribus qui l'ont abandonné, etc. Lui-même était fatigué. Il s'est dit, si je n'arrête pas, ils vont massacrer la population. Tout à fait. Ils Parce vont que exterminer ils toute vont la exterminer. population. Ils sont impitoyables. Ils sont impitoyables. Ils coupent les têtes, ils arrachent les arbres. La politique de la terre brûlée, Il y a eu des choses abominables. Oui, Il y a eu les enfumades aussi. bien sûr, il dit, bon, moi je m'arrête, parce que sinon, il ne va plus rester personne. Et donc, après la prison, il arrive quand même en Syrie où il reprend un peu l'écriture, où il devient de plus en plus soufi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspect soufi assez méconnu de l'émir? Oui, ben, parce qu'il faut faire connaître cet aspect de l'émir. Pour le soufisme, ce n'est pas le retrait égoïste de soi, pas du tout. C'est une façon d'aborder le monde, d'être le monde, d'être avec l'autre. Il se fait d'ailleurs enterrer côte à côte avec Ibn Arabi, Voilà. avant que ses restes ne soient Ouais. transférés à l'Alia en Algérie. Être dans le dépouillement. Il faut casser les miroirs qu'on porte en soi, le côté narcissique, égoïste. C'est ça le soufi, la sagesse, etc. Est-ce que cet aspect soufi est largement écrit au-delà donc de ces positions de gouvernement qui souvent, par exemple en Algérie, on met plus en première position l'aspect guerrier? Oui, il faudrait peut-être passer à autre chose. Parce que lui, l'émir n'a pas voulu être que guerrier. Il serait malheureux qu'il... C'est pas un traîneur de sabre. Est-ce que le message soufi donc de tolérance ne serait pas utile aujourd'hui en Afrique du Nord, sûr, en Algérie? Partout dans le monde, même en Europe, c'est un message d'amour. Il est, voilà, bien sûr, d'être ensemble d'une façon, non pas pour faire de belles phrases, mais d'être réellement ensemble, d'être dans la tolérance, dans le partage. Est-ce que la poésie de l'émir est aujourd'hui étudiée en Algérie, dans les écoles? Pas trop, il me Pas trop, semble. quand Pas même, trop, hein. parce que c'est resté une espèce d'idole comme ça, comme tu le dis, guerrière, avec le sabre, le cavalier. Il faut que l'émir descende de cheval et mette le sabre dans le très fourreau. belle image. tout Et à il fait. sort un livre Faut qu'on parce passe que à la tolérance, à l'amour, à la poésie. c'était un homme du livre, des livres. C'est un homme qui aimait les chevaux.
C'était un homme qui aimait les autres et c'était un homme qui aimait Dieu. C'est un magnifique programme. Tout à fait, c'est tout un programme et un magnifique programme. Abdelkader, tu prépares un autre livre qui est digne d'intérêt aussi. C'est un beau livre et il sort, je crois, à la rentrée, c'est ça? Voilà, il sort Tu peux nous dire des choses le sur ce 12 livre, septembre aux éditions de La Martinière. C'est ce qu'on appelle un beau livre, c'est-à-dire qu'on offre en fin d'année. C'est un ensemble de photos oui, faites par Philippe Lafont, un photographe. qui a déjà publié pas mal de livres sur le Maroc, etc. Très très bon photographe. Et les éditions de La Martinière m'ont dit, voilà, il y a les photos. Il y a 200 photos de Philippe Lafont qui s'est rendu une dizaine de fois en Algérie, à des périodes différentes. Oui. Voilà, donc est-ce que vous voulez faire le texte? Je vous dis bien sûr que je vais faire le texte. Donc j'ai regroupé les photos par thème. Vous avez les cafés, les cimetières, les mariages, les paysages. Ah, c'est les thèmes, hein, c'est Oui. pas les régions. Les thèmes ou les villes, Ah, ou les d'accord, régions. ou les régions. Il y a sur la Casbah d'Alger, sur Annaba, sur Biskra, sur Boussaada, sur Tlemcen, un panel de villes comme ça. Et puis on a, on a organisé les photos par rapport au texte, sur les cafés, tout ça. Ça peut être des cafés d'Alger ou des cafés de Tlemcen. D'accord. Voilà, les groupes musicaux. Mais surtout les visages de femmes paysannes. D'ailleurs, j'ai mis un poème de Mohamed Dib là pour illustrer, un extrait de poème de Jean Amrouche aussi. Voilà, donc si vous voulez, si tu veux, c'est un voyage à l'intérieur de l'Algérie, l'Algérie qui est la mienne. Hein. Enfin, c'est mon regard, oui, ma sensibilité, oui, mes souvenirs de ce que je retiens de l'Algérie. Voilà. C'est un bel exercice. Et justement, qu'est-ce que tu retiens de l'Algérie, justement? Qu'est-ce qu'on peut retenir en lisant et en regardant ces photos? Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir beaucoup de choses. On retient ce tissu social qui est formidable. Oui. Moi, je suis petit-fils de paysan, de Tafraoui. C'est-à-dire que mon grand-père, les miens, sont nés à 30 km d'Oran. C'est pas loin, c'est après l'aéroport de la Sénia. Tout à fait. Et moi, je suis né à Oran, c'est-à-dire, je suis né dans la ville, mais j'ai eu la chance d'être né à 2 ou 3 rues de la fin de la ville. C'est-à-dire, la dernière rue, je traversais le goudron et j'étais dans les champs. J'étais dans les champs, ce que j'appelle, moi, je suis un urbain. Et moi, j'ai une mémoire comme cela. Une mémoire des vieux, des traditions, de tout ça. Et ça, et aussi les villes de l'Algérie, les villes d'Algérie, Annaba, Bougie, Tlemcen, etc., sont restées dans leur jus. Tout à fait. Dans leur couleur. Et on peut espérer qu'elle garde encore longtemps ce jus. On arrive à la fin de l'émission. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot rapidement? Oui, il faut prendre soin des villes. Il ne faut pas les campagnes aussi. Les campagnes aussi. Oui, mais les villes, il ne faut pas les laisser se déliter, de s'effondrer. Il faut prendre soin de ces maisons qui sont pleines de souvenirs. Et moi, j'aime dans les villes d'Algérie les terrasses. Oui. Que ce soit dans une palmeraie. Les terrasses qui te font écrire des poèmes et qui te font rêver. Voilà, j'aime beaucoup les terrasses. Merci Abdelkader. Mes amis, je vous dis merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.